Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Lorsqu'on passe en cap symbolique ou psychologique, on a tendance à remercier ses soutiens, sa famille, ses amis, les bénévoles qui m'aident. Et je le répète bien sûr très souvent, leurs remerciements. Mais pour cette 100e vidéo de ma chaîne YouTube, en fait j'en ai fait 101, mais il y en a une qui a été censurée, donc il y en a 100. Celle qui a été censurée est encore sur les autres plateformes. Eh bien pour cette 100e vidéo YouTube, ou YouTube comme vous voulez, je vais m'adresser à la fois aux nouveaux abonnés, ils sont quand même entre 5 et 600 par mois, ainsi qu'aux personnes qui visionnent mes vidéos mais qui ne sont pas d'accord avec moi, ce que j'ai appelé donc mes détracteurs. Ben oui, parce qu'en commentaire, même s'il est négatif, ça dynamise la chaîne, en pouce, même s'il est vers le bas, ça dynamise la chaîne, et enfin, une vue, ça dynamise la chaîne. Donc je les remercie aussi. Parmi les détracteurs, j'ai plusieurs catégories. Il y a ceux qui disent « je ne suis pas d'accord, ça ne m'intéresse pas ». Bon, c'est leur droit, hein. Il y en a qui disent « je ne suis pas d'accord, tu racontes n'importe quoi ». C'est leur droit aussi. Mais quand ils me répondent comme ça, je leur donne des arguments. Et très souvent, ils n'ont pas de contre-arguments. Parce que vous avez dû remarquer que mes théories sont cohérentes, elles sont basées sur des faits. Et donc, ils ont énormément de mal de trouver des contre-arguments. En général, il n'y en a que deux. Deux familles de contre-arguments. Soit ils me montrent des publications officielles qui disent quelque chose de différent. Bon, ça j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Si c'était pour répéter ce que dit le gouvernement et la grande presse, je ne servirais à rien. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer un point de vue alternatif, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte qu'on nous raconte n'importe quoi, et donc ils se disent oui, mais c'est pas pour ça qu'il faut adhérer à n'importe quelle autre théorie, et je voudrais entendre la théorie de quelqu'un qui raconte pas n'importe quoi justement. Et c'est là que vient la deuxième famille de contre-arguments entre les guillemets. C'est ceux qui disent « oui, mais tu n'as pas les qualifications académiques pour parler de ça ». Et ça, je l'ai même eu en ornithologie. C'est-à-dire que je suis ornithologue, mais je suis ornithologue de terrain. Et donc, je suis guide, j'enseigne l'identification des oiseaux, les chants, les cris, les plumages, les mues. Et quand je parle de ça, bon, il y a bien quelques personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, mais ça c'est plutôt rare, c'est plutôt des jaloux. Mais quand je parle de choses un tout petit peu plus scientifiques, des choses qui peuvent se faire en salle, en labo, on considère que je sors déjà de ma spécialité. Il y a même des structures officielles d'ornithologie, par exemple à Paris, qui m'ont dit bah, « tu publies une liste des oiseaux de France, tu n'as pas les qualifications académiques pour le faire ». Certes, je n'ai pas un diplôme pour faire une liste des oiseaux de France. N'empêche que celle que j'ai publiée a été téléchargée 10 fois plus que la leur. Donc c'est que les gens aiment bien. Et moi je me contente de ça. C'est une parenthèse parce que ces détracteurs-là sont très peu nombreux. Et pour cause, déjà la majorité trouve que mes travaux ornithologiques sont bons, mais en plus, la majorité des gens qui viennent sur ma chaîne ne viennent pas pour les oiseaux. Ben oui, je n'avais pas prévu ça comme ça, mais bon. Ils viennent pour la crise de la pandémie, la crise climatique et tout ce qui tourne autour, on va dire l'état de la nature, et ils viennent pour mes vidéos politiques, donc tout ce qui a touché l'élection présidentielle 2022 par exemple, et aussi la guerre en Ukraine. Ça, ce sont des vidéos qui marchent bien. Et donc forcément, elles marchent bien, elles sont référencées dans YouTube, les gens les découvrent par hasard, ils regardent et puis ils disent « mais c'est qui ce type qui raconte des choses qui n'ont rien à voir avec ce dont j'ai l'habitude ?» Alors il y en a qui accrochent, qui vont voir ailleurs dans mes vidéos, qui comprennent ma vision cohérente, globale, mais il y en a qui font évidemment pas cet effort, qui disent c'est n'importe quoi, je vire. Bon, s'ils virent et qu'ils disent rien, ils disent rien, hein, c'est leur choix. Mais s'ils virent et qu'ils viennent m'interpeller, je veux pouvoir leur répondre. Mais plus il y a de vidéos, plus c'est compliqué. Pour deux raisons. Bah, d'abord parce que moi je ne me souviens plus où j'ai dit quoi. Sur 100 vidéos, je commence à avoir des problèmes, je confonds une vidéo et une autre. Et en plus, pour aller leur montrer tout ce que j'ai dit de cohérent par rapport au sujet, souvent la pandémie, c'est le sujet qui revient le plus. Bah, je devrais leur montrer 10, 15, 20 vidéos, ils ne vont pas les regarder. Et je les comprends. Et donc j'ai décidé de faire cette vidéo qui va parcourir rapidement tout ce que j'ai dit jusque maintenant sur la pandémie, sur la nature, sur la guerre en Ukraine, sur la politique, ce qui permettra à tous en fait d'avoir un résumé, pour ceux qui ont un peu oublié, pour ceux qui sont nouveaux, qu'ils adhèrent ou pas. Et ce que j'ai fait, c'est que je vais résumer vraiment en quelques phrases. Je ne vais pas passer plus de 1 ou 2 minutes par vidéo passée. Mais je vais montrer en extrait, au moins un par vidéo, où je faisais une projection, où je disais ce qui allait se passer dans le futur, et que ça a eu lieu. Et donc,
Mon idée, peut-être que je me trompe et que ça ne va pas avoir l'effet escompté, mais mon idée, c'est de leur dire, vous n'êtes pas obligé de me croire, et personne n'est obligé de me croire, et tout le monde peut faire des erreurs. C'est pas parce que j'ai eu raison 10 fois ou 100 fois que je ne peux pas me tromper la 101e fois. On est d'accord. J'ai jamais dit qu'il fallait me croire sur parole. Et c'est pour leur montrer, leur expliquer, que s'il y a des gens de plus en plus nombreux qui prennent en considération ce que je dis, c'est ça que je voudrais qu'on prenne en considération, pas qu'on me croie sur parole. Hein. C'est parce qu'en général, avec des erreurs, avec des imprécisions bien sûr, ce que je dis, c'est juste. Et comment est-ce qu'on sait que c'est juste? Pas parce qu'il y a une publication scientifique, pas parce que le gouvernement l'a dit, mais parce que la réalité, depuis lors, m'a donné raison. Et donc, c'est évidemment plus spectaculaire quand c'est les toutes premières vidéos que quand c'est une vidéo d'il y a 2 mois, mais malgré tout, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont interpellantes. Donc je vais parcourir rapidement. En suivant tout ça, vous aurez une vision certes superficielle, mais assez globale de tout ce que je dis depuis environ 4 ans. Et puis vous verrez qu'il y a beaucoup de projections que j'ai faites qui ont déjà eu lieu. Suivra cette vidéo, donc la numéro 101, une vidéo où je ferai justement une projection concernant tout ça. La suite de la crise de la pandémie, de la situation politique dans le monde, et des histoires d'intelligence artificielle, de contrôle électronique, de crédit social, etc. Ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Commençons avec ce que je disais sur la crise climatique, puisque ça a été ma première vidéo non ornithologique sur ma chaîne, il y a 4 ans. Le GIEC, maintenant au mois d'octobre, a publié un rapport qui est très alarmant. Chaque rapport du GIEC est pire que le précédent. Les scientifiques sont des gens prudents qui, pour leur crédibilité, vont faire des prévisions qui sont prudentes. Et donc forcément, quand les résultats s'affinent grâce à d'autres études, d'année en année, eh bien, il faut revoir les prévisions négatives à la hausse. Nous sommes en 2022, il y a un rapport du GIEC qui vient de sortir, le 28 février. Et qu'est-ce que dit ce rapport? Eh bien, que les résultats s'affinent, c'est bien exactement ça que j'ai dit, hein, les données scientifiques les plus récentes et précises, hein, affiner le résultat, les rendre plus précises. Et qu'est-ce qu'on voit? Des conclusions toujours plus alarmantes. C'est exactement ce que j'avais annoncé. Cette information sur les rapports du GIEC n'était évidemment pas le point le plus essentiel de la vidéo. L'essentiel, c'est de dire qu'il y a une solution au réchauffement climatique et je vous laisse écouter quelle est la solution. Il existe une vraie solution au problème du réchauffement climatique, qui n'est pas juste diminuer le problème ou limiter les dégâts. Non, il existe une vraie solution au problème. Ça passe par la fin de l'élevage pour avoir l'espace, pour laisser la nature récupérer le dioxyde de carbone en excès dans l'atmosphère. Notez que l'océan est très important aussi, non seulement l'océan, parce que l'eau contient du dioxyde de carbone, mais pour le travail des plantes et des animaux aquatiques qui font la même chose que ce qui se passe sur Terre. Et donc il sera évidemment absolument essentiel d'arrêter de racler les fonds de mer, de tout détruire dans les fonds de mer, ce qu'on appelle donc la technique du chalut, qui est en train de faire effondrer les populations de poissons, les populations végétales qui sont dans l'eau, qui sont aussi bien sûr constituées de carbone, et quand elles ne sont plus sous forme de matière vivante, d'êtres vivants dans l'eau, le carbone il est dans l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone. Donc, fin de la production animale, fin de la pêche, et le problème du réchauffement climatique ne pourra bientôt être qu'un mauvais souvenir. Le dernier rapport du GIEC de 2022 ne dit pas tout ce que je dis, mais il va dans le même sens. Regardez. Un virage alimentaire rapide vers beaucoup de protéines végétales, c'est une différence entre le langage scientifique et le langage grand public, puisque si je dis une diminution de 99,99% des produits animaux, dans le langage courant, ça veut dire végétalien, au niveau scientifique, ça veut dire une réduction drastique. C'est une question de rigueur. Et regardez juste au-dessus, la sanctuarisation de certains écosystèmes, dont la forêt, c'est exactement ce que j'explique dans la vidéo, c'est qu'il faut réduire les élevages pour laisser la place à la forêt et de façon générale au milieu naturel. En septembre 2019, je savais que nous allions vers un effondrement et écoutez ce que je disais, vous allez reconnaître la crise sanitaire. On parle d'effondrement économique, on parle d'effondrement de la civilisation et on parle de l'effondrement du vivant. Ce sont des choses extrêmement différentes. Enfin, quand le vivant s'écroule, forcément,
il y a un effondrement économique et civilisationnel. Il se peut que certains d'entre nous, la majorité probablement, souffrent de l'effondrement économique qui arrive. C'est un sujet que j'ai par après longtemps détaillé, mais c'est un exemple donc qui illustre parfaitement mes propos sur l'effondrement. La destruction des forêts entraîne la mutation des virus depuis les animaux sauvages qui se raréfient et les virus viennent se réfugier chez nous. Et donc la pandémie est un symptôme de la destruction de la nature. Cette pandémie a enclenché un changement civilisationnel. C'est bien ce que je dis dans la vidéo. Vous avez certainement remarqué, on ne se serre plus la main, on se cache le visage, on ne fait plus des grands rassemblements. Ça dépend d'un pays à l'autre, ça dépend d'une région à l'autre, mais c'est dans le sens dans lequel ça va. Plus important, il y a évidemment l'histoire des passes sanitaires, des QR codes, une société de contrôle qui n'avait jamais existé en Occident. Vous pouvez retrouver des articles très intéressants, y compris de spécialistes et d'instituts spécialisés, qui vous expliquent comment la pandémie provoque un changement de paradigme civilisationnel. Après cette vidéo assez inquiétante sur l'effondrement, j'ai eu des réactions de gens qui me disent « Oui, mais bon, le climat, toujours le climat ». Et donc j'ai fait une vidéo pour relativiser le problème du réchauffement climatique. Voici. Je ne vais pas dire que le réchauffement climatique est en détail, mais c'est une partie du problème, voire un symptôme du problème. On pourrait dire que la planète est malade, on le sait depuis longtemps, et le réchauffement climatique, c'est la fièvre. Bon, la fièvre n'est pas le seul problème de la maladie. Dans cette vidéo, j'ai deux annonces. Voici la première. Parce que le réchauffement climatique, on va le voir de plus en plus, il est en train de s'accélérer. On va en souffrir de plus en plus. Et ça pourrait aussi être vous, dès demain. Et quand je dis demain, peut-être pas au sens propre, mais dès l'été prochain, si vous habitez en Europe, par exemple. On est fin 2019 lorsque je tourne cette vidéo, et j'annonce qu'en été 2020 ou 2021, eh bien, il va y avoir des pics de chaleur, il pourrait y avoir des victimes, y compris vous. Eh bien, regardez, 2020 a été un record, 2021 a été un record, et en France, il y a eu plus de 20 000 personnes qui sont décédées à cause de ces pics de chaleur, et donc effectivement, ça aurait pu être vous. Mes propos sont, encore une fois, complètement confirmés. Et voici une autre annonce. Je ne crois pas que le climato-scepticisme diminue, je crois qu'il augmente. Je crois que de plus en plus de gens refusent d'admettre que le climat s'emballe de façon dangereuse et que nous en sommes responsables. Quand je donne une telle perspective, je ne pense jamais à l'idée qu'on pourra le prouver ou pas. C'est après coup que j'ai cherché, je n'ai rien trouvé pour l'Europe, mais aux États-Unis, j'ai trouvé des chiffres et on voit qu'entre 2020 et 2021, le climato-scepticisme a plutôt augmenté. Donc mes propos n'étaient certainement pas dénués de sens. En voyant ces différents extraits, vous vous demandez peut-être quels sont mes objectifs en publiant toutes ces vidéos. Eh bien, je les ai expliqués dans une vidéo du 1er janvier 2020 où je faisais mes vœux de bonne santé. Il n'y a pas vraiment de projection, puisque ce ne sont que des vœux, mais je pense que la réflexion est très intéressante. Elle permet de vous faire comprendre pourquoi je passe autant de temps à faire toutes ces vidéos, et il semble évident qu'avec le recul, puisque c'était le 1er janvier 2020, donc alors que le Covid-19 n'était pas encore officiellement connu, que la pandémie commençait en Chine, eh bien j'étais en train de vous expliquer comment prendre soin de sa santé pouvait changer complètement notre vie. J'espère qu'avec l'expérience que nous avons vécue, vous comprenez l'exactitude de ces propos. Bonne santé. C'est une des premières choses qu'on souhaite à ses proches quand une nouvelle année commence. La santé est absolument cruciale. C'est crucial pour vous individuellement d'être en bonne santé. Quand vous n'avez plus la santé, vous ne pouvez plus faire vos activités, vous ne pouvez plus profiter de la vie, etc. Mais c'est crucial aussi pour votre entourage. Parce qu'entre avoir une personne près de soi qui peut participer aux tâches, avec laquelle on peut avoir des activités intéressantes, partir en excursion, etc. Une personne en mauvaise santé, bloquée au lit, fatiguée, c'est pas aussi agréable. Et puis, c'est important aussi pour l'intérêt global. Je n'ai pas fait de calcul, mais je suppose que c'est assez facile à imaginer. L'empreinte écologique, c'est-à-dire la manière dont on impacte négativement les écosystèmes, quand on est en mauvaise santé, est clairement beaucoup plus élevée que quand on est en bonne santé. En novembre passé, c'est tout récent,
il y a cette publication qui est en appel de scientifiques, basé sur beaucoup d'études qui convergent et qui, entre autres, dit que la situation, notamment concernant le réchauffement climatique, mais aussi la perte de biodiversité, est absolument catastrophique, qu'il faut agir vite, et parmi les recommandations principales, il est marqué en noir sur blanc qu'il faut végétaliser l'alimentation. Et cet appel a été signé par plus de 11 000 scientifiques. Pour moi, qui me souviens encore d'il y a 20-25 ans, quand j'avais l'impression d'être un peu le seul, comme un cheveu dans la soupe, en train de dénoncer ce problème, et tout le monde me regardait comme si j'étais fou, c'est quand même un énorme pas en avant. Et surtout, c'est un pas qui va vite. Les publications qui vont dans ce sens, qui font dire en journal grand public, mainstream comme on dit, Libération, que l'unanimité des travaux scientifiques converge pour dire qu'il y a un gros problème avec la production carnée, alors que, comme je le dis, il y a 20 ans, il n'y avait aucune publication majeure dans ce sens. C'est une prise de conscience importante, encore insuffisante, mais importante, et donc ça, pour moi, ça me donne un espoir de voir les choses changer relativement vite. Elles changeront d'autant plus vite que vous, qui m'écoutez, preniez, si ce n'est pas encore fait, bien sûr, les décisions qui s'imposent, et faites passer le message. Et donc, c'est ce que je vous invite à faire. Tout comme j'invite un fumeur à arrêter de fumer dans l'intérêt de sa santé, je vous invite, en tant qu'humain, citoyen de cette planète, terrien, à agir au mieux pour que notre futur à tous, y compris vous, y compris le vôtre, soit le plus positif possible. Que vous ayez une vie décente, en bonne santé, ça dépendra en grande partie de vous. Et remarquez la convergence de différents sujets. Je vous ai parlé de santé, je vous ai parlé de climat et de biodiversité. Et justement, un point essentiel pour la santé, et qui est repris également dans cet appel, et c'est une des premières fois, je crois que c'est la première fois que je vois dans une publication scientifique majeure, que les deux sont liés. C'est-à-dire qu'il y a plein d'études qui démontrent qu'un régime végétalien est bien meilleur pour la santé qu'un régime qui ne l'est pas. Maintenant, il y a des bons et des mauvais régimes végétaliens. Hein. Bon. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et qu'il faut végétaliser l'alimentation pour le climat et la biodiversité, ben ça tombe bien. Parce que vous pouvez rendre service à la planète et vous rendre service en même temps. Vous voyez, bon, ça fait plus de 2 ans, et j'expliquais déjà ce que je veux faire. Maintenant, vous savez pourquoi je fais tous ces efforts. J'espère obtenir des changements de comportement le plus rapidement possible, dans l'intérêt du vivant sur la planète. Si j'avais été écouté le 1er janvier 2020, qu'une majorité de gens avaient suivi mes recommandations, avaient changé d'alimentation pour aller donc vers du végétal, vers du bio, vers plus de cru, eh bien, il n'y aurait même pas eu de pandémie. C'est-à-dire que le virus serait arrivé en Europe peut-être, mais avec une bonne immunité, eh bien, les gens ne seraient pas tombés malades. Certains ont eu une petite fièvre. Certains auraient eu l'équivalent d'une grippette, comme ça avait été annoncé par certains médecins. D'autres n'auraient rien remarqué, mais il n'y aurait jamais eu de confinement, il n'y aurait jamais eu de couvre-feu, il n'y aurait jamais eu d'injection obligatoire, il n'y aurait jamais eu de masque, etc. Et ces 2 ans terribles, pour la plupart des gens, eh bien, on aurait pu les éviter. Et tout ça, je l'ai dit avant de connaître l'existence du virus. Voyons maintenant ce que j'ai dit quand j'ai appris l'existence du virus. L'apparition de ces maladies, ce n'est pas un accident, ce n'est pas imprévisible, c'est une conséquence très claire de notre mauvaise utilisation des ressources naturelles et donc du fait qu'on détruise et la biodiversité et les populations d'animaux sauvages au profit de nos activités, en particulier l'élevage. Cela provoque nécessairement l'apparition de virus. En fait, ce n'est pas l'apparition de virus, c'est l'adaptation des virus aux nouvelles conditions. C'est que faute de terrain pour pouvoir se développer, ils vont se développer là où il y a de l'espace, là où il y a de la biomasse, c'est-à-dire chez les humains et leurs animaux. Donc on va avoir de plus en plus de virus de divers animaux sauvages qui vont muter pour survivre chez nos animaux domestiques et chez nous. Mais on ne leur laisse pas le choix puisqu'on décime tous les animaux sauvages. Dans ma première vidéo sur le coronavirus, j'explique donc pourquoi les pandémies sont en augmentation, quelque chose que tout le monde sait maintenant, et qui est largement confirmé dans les publications scientifiques. Je réexplique ce que j'avais dit le 1er janvier, à savoir comment vivre pour avoir une bonne immunité.
Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'à l'époque, je semblais être le seul à faire le lien entre l'alimentation et la protection par rapport à ce nouveau virus. Il y a une information qui est manquante chez beaucoup de gens, qui est pourtant tout à fait confirmée sur le plan scientifique, hein. C'est que l'immunité provient principalement de notre intestin, qui est un organe très intelligent, qui possède d'ailleurs des neurones, qui certes a un rôle crucial dans la digestion, mais qui a un rôle encore plus crucial en termes de proportion. On lit des chiffres de l'ordre de 80-90% de l'immunité, qui est une production de l'intestin. Or, notre corps étant un écosystème, on en a parlé tout à l'heure, les interactions entre les micro-organismes qui forment cet écosystème doivent être gérées de façon intelligente constamment par l'intestin. Si on le laisse faire, il le fait très bien et vous n'avez aucune raison de craindre une surpopulation. Ce que vous appelez habituellement une maladie, c'est en fait une maladie infectieuse, hein. C'est une surpopulation d'un micro-organisme. Mais pour que cette surpopulation ait lieu, elle ne tombe pas du ciel, c'est comme l'histoire de la monoculture. On fait une monoculture, on a des surpopulations, automatiquement. C'est un mécanisme naturel constructif. Si vous gérez mal votre corps, vous aurez des surpopulations, ou, si vous préférez, des maladies. Mais si vous le gérez bien, vous n'en aurez pas. Si vous faites une recherche sur Internet, vous allez voir que beaucoup de gens publient sur le lien entre l'alimentation et ce virus et les maladies de façon générale. Il manque encore des grandes publications qui disent directement ce que je dis, à savoir qu'on aurait pu prévenir et on peut toujours arrêter la pandémie et les suivantes en changeant d'alimentation. J'en ai parlé d'ailleurs dans un long article, mais ce n'est pas le but de ma vidéo ici. Ici, je vais parler donc de mes vidéos et non pas de mes articles, mais je vous invite quand même à aller voir si le sujet vous intéresse. Notez que j'ai fait un petit schéma pour rappeler certaines bases qui devraient certainement parler à tout le monde. En effet, tout le monde semble savoir que l'obésité est une prédisposition significative au Covid-19. Mais écoutez bien, ce n'est pas parce qu'on est en surpoids qu'on est plus sensible, ce n'est pas la cause. En réalité, la majorité des gens qui sont en surpoids le sont parce qu'ils ont une mauvaise alimentation. Et ils sont sensibles au Covid-19 parce qu'ils ont une mauvaise alimentation. Donc l'obésité en soi n'est pas une prédisposition, l'obésité est le symptôme d'une prédisposition qui est due à une mauvaise alimentation. C'est la même chose pour ce qu'on a appelé les comorbidités. Si vous avez déjà d'autres maladies, vous risquez plus facilement d'avoir le Covid-19. Mais c'est une évidence quand vous avez compris ce que je viens d'expliquer. Si vous avez une immunité faible parce que vous mangez mal, vous avez donc statistiquement plus de maladies que les autres, et donc vous risquez évidemment de mal réagir au Covid-19 puisque vous avez donc une immunité qui ne fera pas son travail. Je suis agréablement surpris sur le fait qu'au Mexique, il y a une campagne pour informer les gens sur ce lien entre une bonne alimentation et une protection aux formes graves du Covid-19. Une campagne que je n'ai pas vue dans d'autres pays. Sur Internet, on m'a dit qu'Israël faisait la même chose. Si vous avez connaissance de campagnes ainsi dans d'autres pays du monde, ça m'intéresse, vous pouvez me le mettre dans les commentaires, je vous remercie. Rapidement après cette vidéo, en mars 2020, j'ai expliqué qu'on allait vous manipuler par la peur. On va vous imposer des modes de vie, des lois, toutes sortes de décisions qui sont totalement inacceptables, que vous n'auriez jamais accepté en temps normal, mais que vous pourriez accepter à cause de la peur du coronavirus. Or, même si ce virus est mondial, ce n'est qu'un virus parmi d'autres, il a tué relativement peu de gens jusqu'ici, et on vous fait peur avec de terribles projections, mais cette peur, on va l'utiliser contre vous, donc faites bien attention. J'insiste, il n'y avait pas encore de passe sanitaire ou autre, il n'y avait pas encore toutes les restrictions qu'on a inventées depuis. Je pense qu'avec le recul, c'est évident. Et j'insiste que la peur va vous faire accepter des mesures liberticides. On va accuser le coronavirus de tous les maux, hein, ce qui rend les choses évidemment beaucoup plus faciles à faire passer. Et faire passer aussi toutes sortes de lois en tout genre, liberticides, qui sera acceptée parce que le public aura peur. Parmi les mesures liberticides, il y en a une qui concerne les injections. Il y a bien sûr les obligations en soi, qui sont liberticides, mais il y a le fait qu'on ne puisse même pas en parler. Je suis obligé de mettre des tut sur les mots qui fâchent, parce que si ma vidéo a été acceptée en mars 2020, aujourd'hui, elle ne le serait plus. Et quelque chose qui me dérangerait beaucoup, ce serait qu'on arrive avec un et que le devienne obligatoire.
il est évidemment hors de question que je me fasse vacciner. J'ai réussi à éviter la vaccination depuis des dizaines d'années, je ne vais pas commencer aujourd'hui. Je n'ai ensuite plus parlé de ça pendant 6 mois, et puis je suis revenu avec une vidéo assez importante qui résume la situation. Les virus arrivent par notre faute. On peut individuellement changer notre comportement pour favoriser un mode de vie qui n'encourage plus les virus et qui vous protège par une bonne immunité de ce virus, en poussant évidemment les politiciens à prendre des décisions globales dans le bon sens. Les politiciens sont au courant de ce qui se passe, en tout cas ceux qui sont, on va dire, le plus haut placés, et ils ont des objectifs. En ce qui concerne leurs objectifs, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo avec ce que le FMI appelle le grand reset pour 2021 et avec ce que 195 pays du monde appellent les Global Goals, les objectifs globaux pour 2030. J'approfondirai ça dans une autre vidéo, même si vous pouvez déjà trouver beaucoup d'informations là-dessus. Encore une fois, il n'y a rien de complotiste, vous pouvez aller sur le site de l'ONU et d'autres organismes tout à fait officiels, et vous verrez ces objectifs qui sont évidemment présentés de façon très positive, mais si vous lisez entre les lignes, eh bien vous verrez que c'est peut-être pas positif pour tout le monde. Donc beaucoup d'informations dans cette vidéo, mais peu de projections. J'annonce par contre que je vais parler de la grande réinitialisation ou du Great Reset. Maintenant, c'est une information qui est commune, qu'on trouve facilement sur Internet, mais à l'époque c'était considéré comme complotiste. Et alors des Global Goals, j'utilise maintenant plutôt la version française, Agenda 2030 ou Objectifs de développement durable 2030. Ce sont des choses donc que j'ai analysées dans d'autres vidéos et dont on va parler tout de suite. Pour mes vœux de 2021, j'ai fait en fait le même genre de souhait qu'en 2020, mais je précise que les injections, dont j'ai dû couvrir le mot encore une fois, eh bien, n'apporteraient aucune solution au problème. De croire que 2021 sera meilleur grâce au vaccin est évidemment une utopie totale. Évidemment, avec le recul en 2022, on voit bien que j'avais parfaitement raison. On a vu que la pandémie est utilisée pour opérer un changement de civilisation sans demander l'avis des peuples. La base de mon message est de dire, nous le peuple, on ne doit pas se laisser faire. Si on n'est pas d'accord avec ce changement de civilisation et on n'a vraiment pas intérêt à l'être, nous devons proposer une alternative. Le monde que nous aurons après la pandémie, si nous ne l'organisons pas nous-mêmes de façon crédible, avec des caractères qui le rendent durable, eh bien nous n'y arriverons pas et à la place nous aurons le monde de la grande réinitialisation de Klaus Schwab, le monde de l'agenda 2030, comme le souhaitent Elon Musk, Jeff Bezos et les autres chantres du transhumanisme. La crise que nous traversons actuellement ouvre la voie à un changement systémique profond vers une économie plus durable. Changement systémique profond. Vous voyez, on n'est pas sur le site du Forum économique mondial, on est bien sur le site des Nations Unies. Entre une grande réinitialisation et un changement systémique profond, c'est quoi la différence? Il n'y en a pas. Vous voyez, ces organismes travaillent main dans la main, ils ont des objectifs et ils vont les mettre en place. Non pas du tout de façon démocratique, mais ensemble, les pays ont décidé de changer de système. Et donc la question c'est, oui, mais si c'est un changement de système qui convient à la majorité et qui est pour le bien commun, pourquoi pas? Aurélien Barraud le dit très bien dans certaines de ses interviews, on va peut-être devoir prendre des mesures de type coercitif pour pallier aux problèmes gravissimes que rencontre la biosphère. Ça se discute. Mais il faudrait quand même savoir comment ils vont le faire, quels sont les objectifs concrets, parce que vous allez voir sur ce site, il n'y a rien de concret, ce sont plein de bonnes intentions. Et donc, le message que j'essaye de vous faire passer, c'est regarder la différence entre ce qui est annoncé et ce qui se passe. Voilà, donc vous voyez, il n'y a pas de complot, c'est tout à fait avoué. On va vers un monde très différent, qui est dans l'intérêt, à mon avis, du pouvoir en place, et pas du tout dans l'intérêt collectif. Au mois de juin, j'ai reparlé du virus pour signaler qu'il allait muter et faire des variants qui permettaient de contourner les produits que nous utilisons pour lutter contre. Et donc le fait qu'il y ait des mutations chez les virus, c'est bien connu, donc on savait que ça allait arriver. Mais comme pour les insectes qui s'adaptent aux insecticides, les virus vont s'adapter aux produits que nous utilisons pour lutter contre. Que ce soit des produits préventifs, j'évite les noms parce qu'il y a de la censure
très intenses sur YouTube ou des curatifs, ce n'est pas la question. De toute façon, les virus muteront pour contourner les produits que vous utilisez. Ce n'est pas une surprise, ce n'est pas une malédiction, c'est le fonctionnement normal. Donc ceux qui disaient « on va éradiquer le virus », ils se trompaient automatiquement. Voilà, donc comme prévu, on n'a pas éradiqué le virus. Comme prévu, les variants ont contourné nos produits. Et on est en stade où les personnes qui ont reçu l'injection sont tout autant contaminées que les autres, voire plus. Se pose dès lors la question du rapport bénéfice-risque. C'est un sujet qui est difficile, parce que même de façon tout à fait scientifique, il y a la censure qui est intense. J'ai utilisé une métaphore pour m'exprimer et ainsi faire passer mon message, et malgré cette petite difficulté intellectuelle, vous avez été très nombreux à apprécier ma vidéo. Je vous montre en petit extrait pour résumer le propos principal. Quand on parle de santé, on veut être moins malade. C'est pas seulement avoir moins d'une maladie ou d'une autre, c'est le bilan global. Et donc ce que nous devrions demander à la science, c'est de dire, voilà, quand j'utilise ces produits, ces matériels, quel est le bilan global? Est-ce que je suis plus souvent malade ou moins souvent malade? Il n'y a pas de grandes études scientifiques qui répondent réellement à ma question. Et s'il n'y en a pas, c'est que ceux qui ont les moyens de le faire, les moyens techniques et financiers, sont ceux qui fabriquent les injections et ils n'ont pas intérêt à faire cette étude. Et donc, il y a des petites études ponctuelles qui sont incomplètes et qui laissent entendre qu'on voit déjà les effets dont je parle dans la vidéo avec les personnes qui ont reçu les injections. Évidemment, dès qu'il y a une telle publication, vous avez les fameux fact-checkers, décodeurs, qui vont nous dire que c'est pas vrai. Et donc c'est très difficile de pouvoir avancer, mais je peux quand même vous conseiller quelque chose, c'est d'écouter les thérapeutes, les docteurs, les soignants. Parce que eux, ils voient les effets, et même s'ils ne sont pas compilés dans une étude officielle faite par un laboratoire pharmaceutique, eh bien, ils laissent peu de doute quant à la réalité de ces problèmes. Il y a notamment le fameux Doctoton. Je vous invite à visiter. Ce sont des centaines et des centaines de médecins qui, ensemble, dénoncent les problèmes dont nous parlons. J'insiste beaucoup sur le fait que la pandémie est un prétexte pour mettre en place un système de contrôle. La première vidéo assez complète qui en parle a été publiée en septembre 2021 et ça a été le plus gros succès de l'année sur ma chaîne. Je vous mets un extrait qui résume assez bien son contenu, sachant que le plus important, on va y revenir parce que les grandes décisions seront prises en 2022, comme vous allez le comprendre dans cette vidéo et les suivantes. Ceux qui veulent, au final, c'est une situation où, quand votre niveau de vie va s'effondrer parce que la planète, la biosphère ne peut plus vous donner le niveau de vie que vous avez, et que vous verrez que eux continuent à vivre en se gavant, vous n'allez pas être d'accord. Vous allez vous révolter. Seulement, ils auront pris les mesures nécessaires, notamment de surveillance électronique, pour que vous ne puissiez plus vous révolter. Et donc, c'est maintenant qu'il faut les empêcher de prendre ces mesures. Si vous ne les empêchez pas, quand votre niveau de vie va s'écrouler, il sera trop tard. En fait, normalement, votre niveau de vie aurait déjà dû s'écrouler. Mais ils ne veulent pas, pour l'instant, parce que leur mesure, on va dire le crédit social, n'est pas prêt. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils impriment de l'argent, virtuellement. Tant qu'ils impriment de l'argent, vous avez l'impression que ça va encore plus ou moins, on empêche les sociétés de faire faillite, donc il y a encore du boulot, donc on garde plus ou moins notre niveau de vie, artificiellement. Mais dès que leur système de surveillance sera parfaitement en place et que tout risque de révolution sera écarté, eh bien ils arrêteront simplement d'imprimer cet argent et à ce moment-là, le niveau de vie s'effondrera, mais vous n'aurez plus les moyens de faire la révolution et de les empêcher de vivre comme ils le souhaitent. Si vous comprenez ça, alors on peut encore gagner. Regardez ce titre. Qu'est-ce que vous pensez d'un certificat électronique de vaccination valable au niveau mondial? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est exactement l'embryon du crédit social mondial? Vous allez donc vous appauvrir dans les mois et années qui viennent de façon spectaculaire, parce qu'il faudra rembourser la dette, une dette pour laquelle le Covid-19 sera accusé,
alors que j'avais annoncé l'effondrement, rappelez-vous, en septembre 2019, et je vous ai dit en mars 2020 que l'excuse du Covid serait utilisée. Donc malheureusement, la réalité me donne déjà raison sur ce point. Quant au crédit social, eh bien, c'est pas difficile. J'ai déjà dit qu'il était arrivé en Ukraine, il y a quelques mois. Alors on m'a dit, oui, mais l'Ukraine n'est pas l'Union européenne. Mais voilà, regardez, les premiers pas du crédit social en Europe, dans l'Union européenne, se font en Italie, dans la ville de Bologne. Notez aussi que, parallèlement à cet exercice de réel crédit social, eh bien, il y a l'identité numérique. En fait, ils appellent ça le portefeuille numérique européen. Au final, c'est bien du crédit social qu'il s'agit. On pourrait espérer que les différentes institutions supposées défendre les libertés des peuples, notamment en France, s'opposeraient à l'arrivée du crédit social. En fait, l'acceptation du pass par le Conseil constitutionnel en janvier est la preuve du contraire. Les institutions sont, avec Macron, complices de l'Union européenne pour installer ce pass. Le nouveau pass soutenu par le Conseil constitutionnel ne change pas tout, mais c'est une étape, un grand pas en avant, dans la direction que je vous annonce depuis plus de 2 ans, que je pourrais résumer ici sur une espèce de ligne du temps, qui est très simplifiée, et je vais la compléter avec des détails plus précis concernant le transhumanisme, l'intelligence artificielle et le métavers, dans une vidéo que je prévois pour mars, mais qui demandera beaucoup de travail, parce que je veux évidemment la sourcer, vous montrer des extraits tout à fait significatifs et convaincants, et vous donner des informations qui sont exactes, comme je l'ai fait concernant la crise depuis le début. Elon Musk a raison, et que nous accepterons massivement dans quelques temps, pour nos enfants et nos petits-enfants, l'implantation de microprocesseurs dans leur cerveau pour les rendre égaux et leur permettre de lutter, d'être complémentaires avec l'intelligence artificielle. Nous préférerons la fusion avec l'intelligence artificielle plutôt que la vassalisation. La vidéo dont je parle sur la ligne du temps pour mars n'a pas encore été publiée. C'est celle que je veux faire après celle-ci. C'est en travaillant sur elle que je me suis rendu compte que j'avais besoin de faire un résumé de ce qui s'était passé, d'où l'idée de cette vidéo numéro 100. Nous allons donc bientôt étudier les différentes étapes et la finalité de ce qui nous attend si nous ne décidons pas ensemble dans notre chemin. Cette vidéo est trop longue pour que nous parlions encore de la guerre en Ukraine, même si il y a un lien avec le sujet dont nous discutons ici. Mais je vous invite à aller voir ma grande vidéo sur la désinformation concernant l'Ukraine. Cette vidéo est mon plus grand succès de 2022. Toutefois, je vais dire un mot sur cette guerre. Et non pas cette fois-ci pour vous dire que j'avais raison, mais pour vous dire que j'avais tort. Ou plutôt pour vous montrer la différence entre mes affirmations certaines et les projections où je ne peux pas avoir de certitude et où je montre mon doute. Je dois être honnête, début février, je ne pensais pas qu'il y aurait cette guerre. Et pourtant, elle a eu lieu. Mais si vous avez bien regardé ma vidéo, vous allez comprendre que j'avais laissé la porte ouverte, de façon très précise, et que c'est ce que Xavier Moreau, que je cite dans la vidéo, craignait qui s'est passé. Parce que la Russie n'envahira pas et n'a d'ailleurs jamais eu l'intention d'envahir l'Ukraine. En revanche, je nuancerai un peu mon optimisme initial parce qu'il y a une déclaration assez inquiétante qui a été faite par John Kirby, donc qui est le porte-parole du ministère de la Défense américain et qui a sorti donc cette fadaise, comme quoi la Russie se préparait à tourner un film pour faire croire que l'Ukraine avait lancé une guerre dans le Donbass et avait tué des femmes, des enfants, des civils, etc., etc. Donc évidemment, c'est une déclaration mensongère. De toute manière, les États-Unis sont devenus l'empire du mensonge. Ils ont menti sur les faux camps de concentration serbes en Bosnie. Ils ont menti sur les armes de destruction massive de l'Irak. Ils ont menti sur le Boeing MH17. Ils mentent sur tout. Et là, c'est un bobard. Mais ce qui est inquiétant, en fait, c'est pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Est-ce que ça veut dire qu'ils anticiperaient une tentative d'épuration ethnique par les bandes armées ukrainiennes dans le Donbass? Il n'arrête pas de dire que la Russie ne veut pas attaquer l'Ukraine. Mais alors pourquoi on n'arrête pas de parler de ça? Pourquoi est-ce qu'il y aurait des troupes qui se massent à la frontière? Qu'est-ce qu'il y a comme logique? Eh bien, le gouvernement américain et ses alliés européens qui font à peu près tout ce que les États-Unis veulent, poussent à un conflit. Vous avez entendu, je ne pensais pas que cette guerre aurait lieu, mais je prends spécifiquement cet extrait de Xavier Moreau pour dire que, attention, si les bandes ukrainiennes attaquent les civils du Donbass, il y aura une réaction russe.
Malgré le silence de la presse occidentale, cette attaque a eu lieu le 16 février. C'est une attaque planifiée, souhaitée par le gouvernement ukrainien, avec l'accord des Américains, et c'est pour ça que Biden a dit plusieurs fois que les Russes attaqueraient le 16, parce qu'il pensait que dès que les bandes ukrainiennes allaient attaquer, sans réfléchir, Moscou allait réagir. Et c'est ce qu'espéraient les Américains. Et Moscou a tenu une semaine, mais il a préparé une contre-attaque beaucoup plus intelligente, non pas une attaque frontale qui aurait pu durer des années tant que les Américains apportaient des armes, mais une attaque en tenaille qui a quasiment déjà détruit toute l'armée ukrainienne. Ce qui m'a fait penser qu'il n'y aurait pas la guerre, c'est que Poutine ne la voulait pas. En fait, moi, ça fait 8 ans que j'espérais que Poutine sauve les civils du Donbass, donc je savais qu'il ne voulait pas la guerre, mais j'avais sous-estimé la méchanceté des Américains, prêts à soutenir et armer des milices à tendance nazie qui tuent femmes et enfants juste pour se débarrasser d'une ethnie dans leur pays. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas pensé, et malheureusement, ça a eu lieu. Et donc, je souligne rapidement dans cette vidéo, puisque ce n'est pas le sujet principal, à quel point l'Occident peut faire partie des pouvoirs les plus violents et les plus sanguinaires du XXIe siècle. Et je le regrette amèrement. Écoutez ici Jacques Beau, qui a travaillé pour les renseignements suisses et a également travaillé avec l'OTAN sur l'Ukraine, qui explique comment s'est déclenchée l'opération militaire. Le conflit militaire qu'on observe aujourd'hui a en fait commencé à la mi-février. Et c'est corroboré par les évaluations de différents services de renseignement occidentaux, de grands services, je dirais, je ne veux pas préciser lesquels, mais de grands services, qui pensaient qu'effectivement, la Russie n'avait pas l'intention d'attaquer l'Ukraine avant la fin janvier, début février. C'est donc effectivement les préparatifs ukrainiens qui ont déclenché la mise en route d'une opération, de l'opération russe. Les Américains font d'une pierre 3 coups avec cette guerre, peut-être plus parce que je ne sais pas tout. D'abord, ils coupent le gaz russe vers l'Allemagne, et donc ça leur permet de vendre leur gaz de schiste. Ça, à peu près tout le monde le sait. En deuxième point, c'est l'effondrement de l'économie européenne suite aux sanctions que les Américains veulent que les Européens appliquent envers les Russes, mais qui en fait est du suicide, puisque ça ne va pas tellement déranger les Russes, mais ça va effondrer l'économie européenne. En troisième point, c'est que ça va faciliter la mise en place du système de contrôle, puisque dans un climat de guerre, on est prêt à accepter plus de mesures liberticides. L'arrivée des mesures de contrôle avec en parallèle l'effondrement contrôlé dont je vous parle depuis 2 ans sont donc dans une phase d'accélération. Je ne veux pas trop vous alarmer, mais attendez-vous à des mauvaises surprises dans les mois qui viennent et même dans les semaines qui viennent. Ça va se passer très vite. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention et je vous dis à très bientôt.